Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis Mohamed Othman, expert en BIM et BIM manager. Et je suis aujourd'hui avec vous pour vous présenter c'est quoi le BIM. Donc, j'imagine que le son arrive bien sur Google Meet et vous m'entendez normalement. Si vous m'entendez, vous pouvez laisser juste le chiffre 1, que le son marche très bien, s'il vous plaît, sur le chat. Super, parfait. Merci. Voilà, donc comme déjà prévu, aujourd'hui on va présenter le BIM. Donc j'imagine bien sûr qu'on a beaucoup entendu parler. Il y en a qui disent que c'est un logiciel, il y en a qui disent que c'est une plateforme, un process. On entend un peu partout des définitions sur le BIM et chacun nous ajoute peut-être des informations et avec le temps, on se trouve encombré avec ces informations et en réalité, on ne sait pas c'est quoi, ça sert à quoi, il s'agit de quoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Je me pose parfois la question, moi je suis où dans ce BIM? Qu'est-ce que je dois faire pour commencer avec le BIM? Bon, si j'ai une entreprise, je fais quoi pour implémenter le BIM sur mon entreprise? Si par exemple je suis un architecte ou un ingénieur ou peut-être un projeteur, je me dis par exemple, est-ce que je commence avec un logiciel? Est-ce que ce logiciel est le BIM? Je fais quoi? Je fais comment? Etc. Donc, c'est le but de notre webinaire aujourd'hui et surtout aussi à la fin pour répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. Alors, donc je veux bien commencer avec un petit aperçu sur l'historique. Ça commence comment et quand et c'était quoi l'idée au début. Ok, donc bon, c'est quelque chose d'ancien. C'est vraiment ancien, donc ça commence en 1970 à peu près. Donc l'idée c'était au début pourquoi ne pas modéliser une 3D. Voilà. Donc je vais vous mettre des lignes sur les mots qu'on va utiliser sur le reste de ce webinaire. Par exemple, vous allez entendre le mot 3D avec notre définition par la suite. Donc pourquoi ne pas créer une 3D pour visualiser notre bâtiment ou notre construction, parce que pas que le bâtiment. Alors, pourquoi? Pour réduire les erreurs, pour injecter des informations, des informations de quoi? Des informations de coût, des informations de génie climatique, par exemple, orientation de projet. Donc, on peut faire plusieurs études et analyses avant même de commencer la construction de notre projet. Alors, ça a commencé avec cette idée. Donc, on fait quoi? Pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi ne pas faire ça? Et ça n'était pas connu par le nom de BIM du tout. C'était d'autres noms, c'était modèle numérique, c'était un modèle d'information. Et ça s'est développé avec le temps pour arriver à ce qu'on appelle le BIM. OK, Building Information Modeling. Donc, ça, c'est l'historique. L'historique de quoi? De l'idée. Comment ça a commencé. Donc, on peut comprendre directement là que le BIM, c'est l'idée, c'est le principe, c'est la méthode. OK? Donc, à cette époque, ils n'ont pas parlé de logiciels, de outils, malgré qu'à cette époque, ils utilisaient peut-être des outils vraiment simples. OK? Il y en a qui utilisaient, je sais pas, des papiers, des crayons, etc. Mais quand même, il y a l'idée de mettre quelque chose sur un modèle unique qui contient toutes les informations. Voilà. OK. Bon, objectif et avantage du BIM. Il y a plusieurs objectifs pour le BIM. Donc, premier objectif de BIM, c'est de réduire le coût de projet. Donc, si vous avez déjà fait des projets, vous savez que le prix de projet peut augmenter si on trouve à chaque fois des erreurs
de conflits, de clash entre les différents lots. Donc, ça peut générer des réunions, des problèmes, je sais pas, des changements qui vont à la fin générer aussi des coûts supplémentaires. Et donc, un des objectifs de BIM, c'est de réduire ces coûts et de régler les problèmes avant même d'aller à la construction. Donc, voilà. Donc, il y a aussi des objectifs de collaboration. Donc, maîtriser la collaboration. Ça veut dire quoi, la collaboration? C'est un des principes du BIM. C'est de travailler ensemble sur le même modèle. Et cela, le travail ensemble sur le même modèle va éliminer directement le problème qu'on connaît tous de dernière version et où est le dernier fichier. Et voilà, vous pouvez avancer sur un fichier qui n'est pas le dernier et revenez. Voilà, ça c'est un autre conflit. OK, donc pour l'éviter, il faut travailler en collaboration sur les mêmes fichiers. Donc, il n'y a pas de versionning, il n'y a pas d'ancienne version, il n'y a pas d'envoi de communication par flash disk, par email, par je sais pas quoi, oui, ou WhatsApp, et quelqu'un envoie un fichier n'importe comment. Donc, tout ça, c'est l'objectif du BIM. Donc, à la fin, si on va aller directement à la fin, donc l'objectif, c'est d'éviter les erreurs, gagner du temps, et tout cela pour à la fin gagner sur le prix de projet, sur le coût. Donc ça, c'est le principe premier, OK? Voilà, donc si on va simplifier et résumer tout ça, même les avantages du BIM vont tourner autour de faciliter la chose et réduire les coûts. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Après plusieurs tests, ils ont trouvé que avec le BIM, vous pouvez réduire jusqu'à 35% de coût de projet. Imaginez un projet de combien de milliards d'euros. Si vous allez réduire seulement 10%, imaginez combien c'est vraiment intéressant. OK. OK. Donc, alors, moi, j'ai essayé de vous simplifier. Là, on va rentrer sur les principes du BIM. J'essaie de simplifier ça parce que pour comprendre le BIM, on est d'accord que c'est pas une explication d'une heure ou de 5 heures, ou c'est beaucoup plus. OK? Donc, pour moi, c'est pour sortir de ce webinaire avec une certaine base, avec une certaine, on va dire, information en plus. Donc, je vais apprendre quelque chose quand même aujourd'hui. Donc, j'ai essayé de simplifier le BIM en 3 principes. OK? Donc, le premier principe, c'est le BIM, c'est la communication. C'est très important. Quand on dit le BIM, c'est la communication, on va dire la communication organisée. Donc, le BIM, il peut être basé autour d'un CDE. Ça veut dire quoi, un CDE? Ça veut dire un Common Data Environment. Alors, c'est quoi aussi? Donc, c'est un environnement de données commun. Ça veut dire quoi, un environnement de données commun? Ça veut dire, on est en train de faire un projet, de réaliser un projet ensemble. On a, tout le monde dans le projet a un accès sur le même, on va dire, dossier pour le moment, OK? En fait, c'est un serveur, c'est pas un dossier, mais on va dire qu'on a tous accès sur le même dossier. Super. Donc, définition de CDE, c'est quoi? C'est un espace numérique. Il fait quoi? OK? Donc, le CDE, c'est un espace numérique sécurisé où les données du projet, bon, y compris les modèles, les fichiers, les documentations, les spécifications, les normes, je sais pas, les quantités, tout ça, donc sur le même endroit, comme on a dit sécurisé, donc il est accessible seulement par les intervenants de projet avec des autorisations selon le besoin de l'équipe et selon l'autorisation de BIM Manager du projet. Alors, on donne un petit exemple. Exemple, si vous avez un CDE d'un projet sur lequel j'ai, par exemple, on va dire plusieurs intervenants, OK? Donc, une équipe d'architecture, une équipe de structure, d'autres équipes de différents lots. Et moi, j'ai un CDE qui contient des dossiers. Chaque dossier est pour un lot.
Donc, je peux autoriser chaque équipe pour accéder sur le dossier spécifique. Par exemple, les architectes peuvent accéder sur un dossier d'architecture. Les ingénieurs en génie civil, la même chose, le dossier de structure ou de génie civil, etc. Donc, à la fin, il n'y a pas cette erreur de, par exemple, l'architecte, je sais pas, il touche les fichiers de génie climatique ou de HVAC, par exemple. Donc, ça, c'est une partie de l'organisation de communication. Donc, chacun a accès sur son dossier spécifique. Alors, si vous me posez la question, vous me dites, mais comment on peut faire ça? Alors, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Il y a une méthode sur le cloud. Vous pouvez, exemple, le BIM 360, maintenant il y a des nouveaux, il y a Misoteam, il y a plusieurs plateformes en ligne qui vous permet de gérer les autorisations et les accès pour votre équipe. OK? Et peut-être vous allez poser aussi une autre question. Vous allez me dire, mais comment on va communiquer ensemble? Très, très bonne question si vous pensez. Alors, comment on communique ensemble? Tout simplement, il y a un autre dossier qui est commun entre tout le monde. Tout le monde a accès. Alors, sur ce dossier, il y a à l'intérieur un dossier de partage sur lequel chaque équipe va partager son travail. Donc, moi, en tant qu'exemple, chef d'équipe de équipe archi ou équipe structure, je veux pas que tout le monde voit mon travail jusqu'à que il est bien fait et là, je partage. Donc ça, c'est le but de la communication BIM. Donc quand on dit BIM, quand on dit un CDE, Common Data Environment, on parle de un espace numérique, in cloud ou bien sur un serveur local qui permet la communication entre les équipes de mon projet. Voilà, c'est brièvement. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais brièvement, c'est le CDE. Alors, si c'est clair pour tout le monde, merci de laisser juste un sur la partie chat. Si vous voulez que je réexplique cette partie, vous me laissez deux réexpliquer. Un, c'est bon, c'est clair, et on passe vers le deuxième point. Très bien, super. Donc ça, c'est le CDE. Très bien. Parfait. Quel est le prochain point? Donc on a parlé de principes. On a trois principes pour le moment. Je veux dire que principalement, si on maîtrise ces trois déjà, on a fait presque 80% du BIM. Voilà. Ok. Plutôt deuxième point. Ok, par ici. Voilà. 2.2, voilà. La planification. Donc, le BIM, c'est la planification. Si, par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, j'ai pas le planning de prochain mois et même 2 ou 3 mois à l'avance, alors là, je ne suis pas vraiment d'appliquer le BIM. Alors, sur le BIM, on peut utiliser le diagramme de Gantt. Diagramme de Gantt, il fait quoi? Peut-être que vous connaissez déjà. Diagramme de Gantt, c'est un planning avec des durées, voilà, comme celui-là. Alors, je dois diviser mon projet. Bon, il y a deux diagrammes de Gantt. Bon, c'est une méthode, hein, pas forcément deux. Mais moi, comment je fais? Je fais un diagramme de Gantt pour l'ensemble du projet. Donc, il contient les équipes. Par exemple, architecture va créer des livrables. C'est avec un planning. L'équipe par exemple, électricité vont créer des livrables. Que ce soit ces livrables sont des 3D, des 2D, des notes de calcul, n'importe. Donc, je fais un planning général pour le projet. Après, je demande de chaque équipe de faire un planning en interne. Par exemple, si je suis un chef d'équipe d'électricité ou bien un coordinateur d'électricité, un coordinateur BIM, l'essentiel, cette personne, elle peut faire un planning en interne pour sa partie. Donc, je prends l'électricité. Moi, exemple sur l'électricité, j'ai l'éclairage, j'ai les prises de courant fort. Par exemple, j'ai des forces motrices, d'autres éléments, des boîtes, des tableaux divisionnaires, transfo, tout ça. Je fais un planning détaillé en interne. C'est quoi le but? C'est que quand je termine, je suis sûr à 90% que voilà le délai que j'ai besoin pour terminer ma partie.
Donc, le BIM manager ici, quand il va voir le planning de chaque équipe, il peut lui aussi estimer et calculer le planning de tout le projet. Alors, c'est quoi aussi l'avantage de ça? C'est que le planning, il doit être accessible et visible pour toute l'équipe. Alors, si je suis par exemple un membre d'équipe d'électricité, que ce soit je suis modeleur, prosteur, je suis ingénieur, n'importe, j'ai un accès sur ça. Ça fait partie aussi de la communication. Donc, le planning doit être sur le CDE. Pourquoi? Parce que je dois voir ma tâche, elle est liée avec quelle tâche? Je dois terminer avant cette date parce qu'il y en a qui attendent mes notes de calcul, par exemple. Les modeleurs attendent pour placer les luminaires, par exemple. Vous voyez, donc, la planification, c'est faire quoi, comment et par qui. Donc, ça doit être aussi mentionné. Qui va faire cette partie? Donc, grâce à ce planning aussi, je peux trouver mes tâches, mes prochaines tâches. Je peux voir, moi, quand je termine ça, je vais faire ça. Quand je termine cette partie, je vais faire cette partie. Et etc. OK. Donc, le diagramme de Gantt, bon, il y a plusieurs diagrammes, mais moi, j'utilise le diagramme de Gantt. Bah, je trouve qu'il est vraiment facile et il m'aide vraiment à gérer le temps sur le projet. Voilà, détermination de durée, intégration de tâches de diagramme de Gantt et la coordination des modèles. Donc, voilà, donc je peux voir quelle tâche il y a avec... je vous donne un exemple sur ça, parce que vraiment, c'est un cas réel que j'ai vécu sur un projet. Alors, l'équipe de HVAC, ils avaient des équipements génie climatique, des CTA, des centrales de traitement d'air, sur plusieurs niveaux. Okay? Donc, c'est pas seulement à la terrasse. C'était un hôpital. Sur un hôpital, vous avez des CTA parfois à l'étage, parce que les blocs opératoires doivent être aérés d'une façon un peu spéciale. Il n'y a pas de reprise, donc il y a directement un rejet de toute air vers l'extérieur. OK. Alors, c'est quoi la relation? La relation, c'est que on a précisé à un certain temps, on a dit que à telle date, l'équipe HVAC doit faire quoi? Doit préciser la forme de CTA, c'est quelle forme? Deux, le poids de ces CTA. Donc ils doivent trouver la forme et la fiche technique pour trouver le poids. Pourquoi il est important? C'est très très important pour l'équipe de génie civil. Alors l'équipe génie civil, ils disent oui, à la terrasse on peut laisser des espaces, oui, mais on peut pas laisser pour tout le projet. On va pas mettre des plateformes pour recevoir des CTA sur tous les niveaux et toutes les parties de dalle. C'est pas possible. Donc on doit savoir où exactement se trouvent ces CTA. On va les mettre sur notre note de calcul avec une petite préparation de plateforme pour recevoir ces points. OK? Donc, c'est ça, le diagramme. Il fait partie sur ça aussi. Donc, je dois terminer quand pour ne pas retarder les tâches liées à mes tâches. Voilà. OK? Donc, 1, c'est CDE. 2, c'est diagramme de Gantt ou bien la planification surtout. Donc, planification, c'est quoi, après quoi, qu'est-ce qu'on va faire durant ce projet, plutôt, voilà. Quelles sont les étapes à suivre sur le projet. Alors, est-ce que c'est clair pour vous? C'est la partie de planification. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Si c'est clair, on peut juste laisser un, c'est bon. Et on passe sur l'organisation de plan de gestion BIM. Très bien, merci beaucoup. Alors, sur la deuxième partie, plutôt la troisième. Alors, c'est quoi le troisième pilier ou principe de BIM? Alors là, j'ai choisi l'organisation de l'équipe. OK, planification, c'est quoi? Non, planification, c'est tâche, temps, qui va faire quoi et quand et comment. Ça, c'est planification. L'organisation, c'est autre chose. Sur le BIM, il y a ce qu'on appelle le plan de gestion BIM. Ou bien vous pouvez aussi trouver comme
BEP. Alors, Beam Execution Plan. OK, c'est en anglais. Alors, le Beam Execution Plan, c'est un document PDF que le BIM Manager doit créer pour mettre les grandes lignes de utilisation de BIM sur le projet. Il doit mentionner les intervenants. Qui sont les intervenants? Ils vont faire quoi? Chaque intervenant avec son rôle dans le projet, avec ses contacts. Quel est l'email de cette personne? Par exemple, moi, je suis un BIM coordinateur dans le projet et on est plusieurs entreprises qui interviennent sur le même projet et je connais pas les autres les autres coordinateurs. Je connais pas je ne sais pas, le bureau qui va installer, je sais pas, HVAC, par exemple. Alors, avec ce PGB, je peux trouver les contacts de tout le monde. Donc, j'ai pas besoin d'écrire un email à mon manager. Merci de me communiquer le mail de je sais pas qui. Non. Seulement sur ce PGB, je trouve toutes les informations. OK? Donc, les intervenants, c'est obligatoire sur un PGB. Deux, je dois aussi mentionner en tant que BIM manager, qu'est-ce qu'on va produire comme modèle. Donc, je suis le BIM manager de ce projet. Je dois écrire que voilà, sur ce projet, on va créer, exemple, une maquette pour l'architecture pour bloc 1, une maquette structure pour bloc 1, une maquette plomberie pour tel bloc. Après, la même chose pour bloc 2. J'ai deux. Donc là, je comprends que j'ai deux maquettes séparées. OK? Si je trouve que j'ai une seule maquette, ça veut dire que je comprends qu'à l'intérieur de ce fichier, il y a les deux blocs, par exemple. Donc, avec ce PGB, déjà, j'évite beaucoup de questions. Donc, parce qu'après, le modèle, il va nous demander comment on va faire pour les deux blocs. Est-ce qu'on va faire deux fichiers séparés ou c'est le même fichier? Donc, moi, avec le PGB, je réponds déjà sur ces questions. OK? Et je dois aussi mentionner les versions de logiciels utilisés. Exemple, si on va utiliser Revit, on va écrire que le Revit utilisé sur ce projet, c'est la version 2024, par exemple. Ou je peux aussi, si on va utiliser Robot, je veux dire que pour Robot, il faut utiliser telle version. Si on va utiliser Navisworks, je mentionne la même chose. Archicad, la même chose. Allplan, la même chose. Si je dois préciser, ou je veux dire interdire l'utilisation de d'autres logiciels, je dois mentionner. Je dois dire que, attention, il faut utiliser Revit, il faut utiliser la version 20. Donc, il n'y a pas d'autres logiciels. Ou bien, selon les lots. Parfois, on trouve des projets où les architectes utilisent Archicad, les ingénieurs MEP utilisent Revit et les ingénieurs en structure utilisent Tekla, par exemple. Donc, ça dépend du projet, mais ça doit être mentionné sur le PGB. Donc, moi, en tant qu'architecte, quand je lis le PGB, je comprends directement que l'équipe structure va m'envoyer un IFC parce qu'ils vont utiliser Tekla. C'est clair, c'est bon. Je vais recevoir un IFC avec tel. Même le IFC, on mentionne la version ou bien le format ou bien les informations dedans, tout ça. OK? Donc, sur mon PGB, je trouve aussi les listes de maquettes. Voilà. OK. Aussi, bon, il y en a beaucoup d'informations sur le PGB. Aussi, je peux trouver les fréquences d'échange. Sur le PGB, généralement, moi, sur mes projets, je mentionne, je dis que à partir de telle date, exemple, aujourd'hui, à partir de 17 août 2024, l'équipe d'architecture commence à partager avec une fréquence de 2 fois par semaine, soit lundi et jeudi de chaque semaine. Donc 17, ils partagent la première version, on va appeler version 0. Après, lundi prochain, version 1, jeudi, version 2, etc. Donc, je mentionne sur mon PGB, c'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que l'équipe des autres lots, les ingénieurs structure, il attend toujours l'archive. Donc, moi, je sais, en tant qu'ingénieur structure, je sais que le lundi et le jeudi, je reçois une nouvelle maquette archive. Donc, je travaille les autres jours. Voilà, aujourd'hui, c'est jeudi. Le matin, par exemple, je reçois sur mon dossier de CDE, qu'on a mentionné tout à l'heure, le CDE, et sur la partie commune, sur le dossier partagé, je trouve la maquette de architecture version 2 ou 3, etc.
Pardon. OK, donc vous pouvez aussi trouver la méthode de synthèse. Comment on va détecter les clashs, au quel moment, OK, et entre quel et quel objet. Je vous donne un exemple sur ça. Si on est en train de créer les modèles de APD, la partie APD, avant-projet détaillé, sur cette partie, je peux dire que le maître d'ouvrage avec les gérants de l'entreprise ou bien avec le BIM manager, ils font des réunions, ils vont dire que voilà, à la partie APD, on va corriger tel et tel conflit. On va pas corriger tout. Bon, c'est clair parce que c'est possible d'avoir des changements sur la partie exé, par exemple. OK? Donc, je vous donne un exemple réel. APD, on corrige s'il y a des conflits entre gaine aéronique et poteau-poutre seulement. S'il y a des conflits entre gaine voile ou gaine dalle, je le laisse pour après. Je touche pas. Pourquoi? Parce que même la position de voile peut changer par la suite et les ouvertures sur les dalles, c'est pas grand-chose, donc on peut les laisser, y a pas de souci. Vous voyez? Donc ça dépend quoi? Ça dépend de l'importance et le degré on va dire, de risque de la chose. Voilà. Les gaines hydrauliques, ils ont une grande dimension. Par contre, si on parle de chemin de câble électrique, à la phase APD, je touche pas. Je parle pas de chemin de câble avec, par exemple, un tuyau de hydraulique ou quelque chose de petit clash, on va l'appeler. Pour le APD, je le touche pas, je le laisse pour exé. Donc, je peux mettre tout ça sur un tableau qu'on va appeler une matrice de clash. Voilà. Donc, la matrice de clash mentionne ou bien précise chaque clash ou bien chaque degré de clash pour chaque phase. Voilà, pour quelle phase. C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est tout pour le PGB? Non, c'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres points à mentionner. Je vais ajouter juste deux autres points. OK? Donc, on a dit intervenant, c'est bien. On a dit les listes de maquettes. Oui. On a dit la synthèse et comment détecter, oui. Les rythmes de partage et de communication avec l'équipe, oui. Les informations de projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le projet, il se trouve où? Avec quelle surface? C'est quoi les fonctions? C'est quoi le nombre d'étages? C'est quoi ce projet? Il y a quoi à l'intérieur? C'est quoi la forme? Vous voyez, donc tout ça, ça doit être aussi mentionné sur le PGB. Pourquoi? Parce que si je suis nouveau dans l'équipe, moi je suis pas de l'équipe, je viens d'être recruté sur cette entreprise, je vais pas demander à l'équipe, excusez-moi, mais c'est combien d'étages? Ah, attendez, je vais analyser les fichiers. Je vais faire quoi? Je vais pas trouver l'information. Non. Vous lisez le PGB, vous allez comprendre le projet déjà, la fonctionnalité du projet, la surface. Est-ce qu'il y a 2 blocs, 3 blocs? Est-ce que c'est un seul bloc? C'est quoi la nature de ce projet? Et le dernier point que je vais aussi en parler, c'est le géoréférencement du projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le géoréférencement, c'est les dimensions, pardon, les coordonnées de projet sur Terre et c'est très important. Pourquoi? Parce que à la base de ces coordonnées de géoréférencement, on va superposer les différents lots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je vous dis que, exemple, le Est, je vais dire n'importe quoi, c'est 4359 et le Nord, c'est 288. N'importe quoi. Je sais pas, ça c'est sur la mer, c'est pas sur Terre. N'importe quoi. Alors, ces deux coordonnées, ils font quoi? Ils font l'intersection de, on va dire, pas toujours, mais l'intersection de l'axe A et l'axe A sur toutes les maquettes. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que si vous utilisez Archicad et nous on utilise Revit et l'autre utilise Tekla et l'autre utilise Allplan, l'autre utilise Montserrat pour les VRD. Alors chaque modèle a une logique. Après, quand on va faire la synthèse, on va superposer pour voir est-ce que ça marche ensemble. Si chacun met des coordonnées comme il veut,
Généralement, tout le monde commence avec 0,0. Il ne sait même pas où est le projet. OK? Donc, si on met les mêmes coordonnées, quand on va superposer, on aura tous les maquettes sur le même endroit. Et si vous avez déjà utilisé ça, vous aurez dû vous trouver avec un problème de superposition. Parfois, je mets par exemple l'archi, et quand je charge l'MEP, je trouve un décalage. Je trouve qu'il y a, je sais pas, 2 mètres, parfois plus. Et pas seulement un décalage horizontal, parfois vertical, et surtout rotation. C'est un grand problème, le décalage de rotation. Parce que quand vous tournez, c'est pas un degré exact. C'est pas 30 degrés, c'est parfois 31,438. Vous n'avez jamais trouvé la dimension et la superposition exacte si vous n'utilisez pas le géoréférencement. OK? Voilà, donc ça, c'était un aperçu aussi rapide sur le plan de gestion BIM. Si c'est clair pour vous, vous me laissez juste un sur le chat pour passer sur le prochain point. Excellent. OK, OK. Très bien. OK. Alors, un autre module, les dimensions du BIM. Si je veux comprendre le BIM, je dois comprendre aussi les dimensions du BIM. Donc, au début, quand je dis dimension du BIM, vous allez me dire, mais ça, c'est quoi? Ça veut dire quoi, dimension du BIM? Très bien. OK. Le BIM contient des dimensions de 3 à 10. Donc, il y a 8 dimensions. De 3 à 10, vous allez trouver 8. C'est quoi ces 8 dimensions? Alors, on peut dire, c'est une terminologie ou un langage pour simplifier la communication BIM. Tout simplement, c'est vraiment simple. Alors, quand vous dites 3D sur le BIM, c'est le même que 3D qu'on connaît tous. C'est la 3D, la modélisation tridimensionnelle de BIM. Voilà, il y a quelqu'un qui veut participer. Alors, vous pouvez écrire. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire. Juste, une fois que je termine, je vous libère les micros si vous voulez parler. OK? Vous pouvez aussi laisser les questions pour ne pas oublier, juste sur le chat. Je reviens à la fin. Oui. Alors, quand vous dites modélisation tridimensionnelle, c'est la 3D sur le BIM. Donc, je vous pose la question. Oui, vous avez un projet BIM, oui. Est-ce que vous avez fait la 3D? Oui. C'est quoi la 3D? C'est juste le modèle 3D. C'est tout. Donc ça, c'est la 3D. C'est clair. C'est pas la peine de compliquer les choses et expliquer, je sais pas quoi. Alors, c'est simple. C'est ça. OK. La quatrième dimension. Quand je vous pose la question, est-ce que vous avez fait la quatrième dimension? Si vous me dites, mais c'est quoi la quatrième dimension? Là, je comprends que vous n'êtes pas vraiment intégré sur le BIM, si vous ne comprenez pas ça. Alors, la quatrième dimension, tout simplement, c'est la gestion de temps. Ça veut dire que vous avez un planning sur votre projet. OK? Donc, moi, je fais un projet en BIM. Hein. Est-ce que vous faites, monsieur, la quatrième dimension? Vous parlez de temps? Oui. Est-ce que vous avez un planning de votre projet? Non, on n'a pas fait un planning. Là, je peux dire que vous n'êtes pas en train de profiter de quatrième dimension du BIM. OK? Pour ne pas dire que vous n'êtes pas en train de faire le BIM, on peut pas dire ça, mais on peut dire que votre BIM n'est pas complet. OK? Donc, votre méthode de BIM, elle n'est pas vraiment complète. Il manque la quatrième dimension, c'est la gestion de temps. Ça veut dire quoi, gestion de temps? Comme j'ai parlé tout à l'heure sur le diagramme de Gantt, donc, vous avez un planning de tout le projet. Quand est-ce qu'on a commencé? Quelles sont les étapes? Et quand est-ce on va terminer. Alors, si vous me dites, mais ça sur quelle phase? Sur toutes les phases. L'idée, l'esquisse, APD, exé, réalisation, démolition, n'importe quelle phase, vous pouvez faire un planning. OK? Donc, parfois, même pour une réflexion, petite réflexion, vous dites oralement, on a 3 jours pour trouver l'idée. Voilà, ça c'est un planning quand même. Donc, vous avez déjà la notion de 4D. OK? Super. Je passe sur la 5e dimension, qui est le coût. Alors, ça veut dire quoi, le coût? C'est la gestion économique du projet.
Donc, quand je vous pose la question, sur votre projet, monsieur, est-ce que vous avez fait la 5e dimension? Vous me dites le coût, non, on n'a pas encore. Donc, hop, on n'est pas en train de profiter de 5e dimension du BIM. Alors, c'est quoi? C'est de faire une étude de prix. Alors, sur quelle phase? Sur toutes les phases. Sur toutes les phases. Même si je suis en train de faire la PD seulement, il y a une étude de prix. OK? Donc, étude de prix, elle fait partie de coût de projet, n'est-ce pas? Donc, le coût, c'est pas juste la réalisation, mais même toutes les phases. OK? Mais on va dire qu'il est, il est avantageux beaucoup plus sur la partie réalisation. C'est normal. Parce que la partie la plus coûteuse du projet. C'est logique. Mais je veux dire par cela que même sur les autres phases, vous pouvez intégrer la notion 5D qui est gestion de coûts. Alors pour gestion de coûts aussi, vous pouvez intégrer sur vos modèles le coût. Comment? C'est quoi comment je peux intégrer le coût sur mes modèles? Alors, quand vous faites des modèles en 3D, que ce soit sur un logiciel Revit, Archicad, Allplan, Tekla, n'importe, vous pouvez ajouter l'information de coût. Pour réaliser ce photo, il me faut tel prix. Et pour réaliser, je sais pas, cette table, pour réaliser cet éclairage, etc. Donc, c'est avec tel ou tel coût. Comme ça, à la fin de la partie exé, à la fin de l'étude du projet exé, je peux avoir une idée, on va pas dire le prix exact, mais je peux avoir une idée précise à 95% du coût de réalisation, parce que j'ai étudié tous les composants de mon projet. OK, donc 3D, 4D, le temps, 5D, c'est le coût. OK, 6D, la 6e dimension, c'est l'évaluation de la durabilité. OK? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand vous avez fait l'étude de votre projet, est-ce que vous avez pris en considération les parties durables ou bien la partie bioclimatique, la partie efficience énergétique? Est-ce que vous avez pensé, durant votre étude de votre projet, de orientation du projet? Où le sud, le nord, les dimensions d'ouverture, on n'a pas mis des grandes ouvertures côté sud pour ne pas avoir, par exemple, ça dépend de l'endroit. Si on est en Europe ou si on est en Afrique, c'est pas la même chose, bien sûr. Mais je veux dire que on a pris en considération ça ou non. On n'a pas choisi des matériaux à haute conduction thermique. OK? On a pris la tuile dans le plafond, par exemple, ou le toit. Le toit, c'est en tuile parce que telle et telle raison. OK? Parce qu'il y a beaucoup de neige. Je fais pas les neiges qui font des charges sur mon bâtiment, par exemple. Vous voyez? Donc, l'environnement était pris en considération sur votre étude ou non? Si la réponse est oui, donc vous avez profité de la 6e dimension du BIM. Si vous dites non, on n'a pas pris, vous n'avez pas profité de la 6e dimension du BIM. OK? Donc, si quelqu'un maintenant vous pose la question, il vous dit par exemple, moi j'ai un problème sur la 6e dimension du BIM, vous allez directement comprendre qu'il parle de la durabilité et on peut directement lui dire oui, c'est quoi le problème? Voilà, on peut rentrer avec lui sur une discussion parce qu'on comprend déjà c'est quoi la 6e dimension du BIM. Alors, la 7e dimension du BIM, c'est facility management ou bien on peut dire gestion de projet. Cette partie, cette partie, elle n'est pas pour toutes les phases, elle est surtout pour la phase utilisation du projet, donc après la réalisation. Donc, on a fait des modèles durant l'étude, on a fait des modèles durant l'exécution, et quand on a terminé, on a fait un modèle as-built. As-built, c'est le LOD 500, on va tout de suite en parler. Alors, à la fin, on a fait un modèle as-built LOD 500 et on a livré au client avec les livrables. Généralement, on donne des plans, des coupes, des façades, et le client, il archive ça, généralement. Alors moi, mon client a demandé une maquette as-built, et on a vécu ça récemment, le client a demandé une maquette telle que construite. Quand vous terminez la construction, donnez-moi une maquette finale, complète, il y a tout dedans. OK, on lui a donné ça, mais pourquoi? Le client, il doit être intelligent. Il utilise cette maquette
pour la facilité management. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il utilise la maquette pour gérer le projet. Gérer le projet comment? Alors, gérer les maintenances. Alors, s'il y a un problème dans le projet, je peux revenir sur les maquettes pour voir quel type de câble a été utilisé, quel type par exemple, de ventilation, quels sont les luminaires utilisés, ils sont où les poutres et les poteaux exactement, et les voiles. Vous voyez? Parce que l'équipe de management peut changer aussi avec le temps. L'équipe de maintenance aussi peut changer. Donc, tout le monde revient sur des modèles et des maquettes numériques pour gérer le projet. Si vous faites ça, vous êtes en train d'utiliser ou de profiter de la 7e dimension du BIM. Alors, c'était un aperçu rapide. Hein. C'est aussi, il y a des détails dedans. OK. Il nous reste 3 autres. Bon, les 3 autres, je ne l'ai pas mis ici. Je l'ai mis sur le titre seulement. Pourquoi? Parce que c'est un peu nouveau. Hein. C'est pas vraiment nouveau. C'était nouveau l'année passée. Maintenant, c'est un peu avancé. Alors, ils sont là. La 8D, la 9D et la 10D. Bon, je vais vous expliquer rapidement parce que jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de changements dedans. Alors, 8D, est-ce que vous avez pris en considération la sécurité de, on va dire, employés en général, que ce soit chantier ou bien même bureau. En général, est-ce que vous, bon, surtout chantier, bien sûr, c'est pas le même niveau, mais je veux dire, c'est pas de sécurité en général de l'employé, ok? D'accord? 9D, c'est Lean Construction. Lean Construction, c'est connu avant le BIM. Bon, pas avant le BIM, mais c'est déjà quelque chose que j'utilise depuis un temps. Alors, le Lean BIM, c'est la gestion des déchets. Je sais pas si vous faites déjà des chantiers, vous allez voir qu'il y a beaucoup de déchets sur les chantiers. Que ce soit briques, béton, métal, je sais pas quoi, il y a beaucoup de déchets. Alors, la gestion, si vous pensez à cette gestion de déchets, vous êtes en train d'utiliser la 9e dimension du BIM. Voilà. 10D, l'industrialisation des bâtiments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que vous utilisez des appareils industriels? Est-ce que vous utilisez des machines durant la réalisation? Alors, l'industrialisation des bâtiments, c'est l'utilisation de la technologie durant la réalisation, surtout. Alors, je ne veux pas limiter sur une phase, mais c'est toutes les phases, mais surtout, ces 3 dernières dimensions, ils parlent beaucoup plus sur la partie chantier et réalisation. Alors, c'était ça, les dimensions du BIM. Alors, si c'est clair, laissez-moi un sur les chats. Sinon, je peux répéter un point si c'est pas vraiment clair. Super. Le prochain point, c'est les niveaux du BIM. Alors, si je dis niveau de BIM, peut-être quelqu'un parmi vous, il dit niveau de quoi? OK? Niveau de quoi? C'est le niveau de maturité BIM. C'est-à-dire quoi, niveau de maturité BIM? C'est-à-dire, si je rentre sur une entreprise, ils peuvent, par exemple, nous demander de faire des consultings et me dire, voilà, nous, on est déjà sur le BIM. Hein. Directement, ils commencent comme ça, ils disent, ouais, nous, on fait le BIM, oui. Alors, je pose une simple question. Vous faites le BIM, oui, mais avec quel niveau de maturité? Là, c'est moi qui va décider et laissez-moi analyser votre niveau de maturité BIM. Comment l'analyser? C'est simple. Vous pouvez vous-même le faire. Alors, les niveaux de BIM, on peut dire aussi les niveaux d'utilisation du BIM. Maturité ou bien utilisation. Alors, on peut commencer avec le niveau 0, ou on peut l'appeler aussi le niveau avant BIM. OK? Donc, avant BIM, ça veut dire 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas BIM directement. Comment vous pouvez lire ou bien comment vous pouvez détecter ça? Tout simplement, si l'équipe ou l'entreprise utilise les 2D seulement. Ils ne font pas la 3D, même pas. Donc, il n'y a même pas la 3D. Si on utilise que le CAO, on est en train de faire le 0 BIM, le avant BIM, il n'y a rien. OK? Donc, on ne sait même pas modéliser. On ne sait même pas collaborer, on sait laisser la suite. Et j'imagine qu'ils n'ont même pas un CDE. Ils ne font pas des PGB. Ils font pas, donc ils font rien sur le BIM. OK?
Donc ça, c'est niveau zéro. Bon, je préfère d'aller directement sur l'image. Voilà, ça c'est plus facile à expliquer. Voilà. Donc 0, c'est voilà, ils ont mentionné les mêmes plans de papier ici sur cette photo. Le plus essentiel, c'est ce qui est écrit en haut, c'est le dessin 2D. Voilà, tout ce qui est 2D, c'est déjà le niveau zéro. On peut dire qu'ils font le niveau 1 une fois ils commencent à créer des 3D. OK? Donc, si vous faites la 3D, on peut dire que vous êtes sur le premier niveau du BIM. D'accord. Donc, si vous lisez ici, il y a 3D isolé. Isolé, ça veut dire que vous trouvez parfois des bureaux où il y a 4 ou 5 architectes ou bien 2 ou 3 ingénieurs. Mais chacun travaille d'une façon séparée. Moi, je sais pas, je fais l'escalier, toi, tu fais la rampe. Moi, je fais, je sais pas, les dalles, toi, tu fais autre chose. Alors ça, c'est pas du BIM. C'est le niveau 1 de BIM, oui, mais c'est un travail, comme vous voyez en bas, travail isolé, non collaboratif. Il n'y a pas de collaboration ensemble. Et comme j'ai dit, je pense pas qu'ils vont utiliser un CDE ou ils savent même pas c'est quoi CDE. Donc, on peut dire que le 1 aussi, c'est un peu loin d'être un BIM. OK? Alors, quand est-ce qu'on peut parler de BIM? Une fois, vous êtes sur le niveau 2. Et comment vous pouvez dire que nous sommes sur le niveau 2? Si vous faites la maquette numérique. Maquette numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un modèle 3D avec toutes les informations du projet. Comme quoi, informations, comme on l'a dit tout à l'heure, les coûts, on a un planning, on a tout ça sur notre travail de modèle numérique. Donc euh, ça, c'est le niveau 2. Alors, ici, sur cette photo, c'est de toute façon, il y a beaucoup de photos sur les niveaux. Vous pouvez les trouver en ligne. Moi, j'ai choisi celle-là. OK? Mais ça ne veut pas dire que les autres sont pas corrects. OK? Donc, il y a toujours plusieurs écoles et plusieurs disciplines. Et voilà, l'essentiel qu'on a la même base. Voilà. Il faut commencer sur la même base. Alors, si vous avez ici, ils disent que échange de maquette numérique sur une seule direction, c'est le 2A. OK. Et si vous échangez en bidirectionnel, c'est le 2B. C'est pas grave. Pour moi, l'essentiel, il y a la collaboration sur la 3D. OK. Donc, vous ne travaillez pas en isolé. Vous travaillez en collaboratif. Là, vous êtes déjà sur le deuxième niveau du B. En même temps, sur la prochaine photo, sur niveau 3A, regardez qu'est-ce qu'il a écrit en bas. Il a écrit le serveur local ou distance. Donc, il parle de CDE. Si vous utilisez un CDE, vous échangez tout sur le même espace. Là, vous êtes en train de faire le niveau 3 du BIM. OK? Donc, là, vous pouvez classer. Par exemple, si vous connaissez des entreprises, des bureaux d'études, vous pouvez dire, voilà, cette entreprise, j'ai travaillé là-bas, ils font la 3D seulement, mais que chacun travaille séparément. Voilà, cette entreprise, c'est le niveau 1. Le deuxième, oui, là-bas, on a travaillé en collaboratif. Voilà, ça, c'est le niveau 2. Et les autres, ils ont, pardon, ils ont un serveur. Ils ont un envoi bidirectionnel. Ils travaillent collaboratif. Ils font des documents BIM. Voilà, ce bureau, il est sur le troisième niveau du BIM. OK? Donc voilà, rapidement, les niveaux du BIM. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous appréciez ce que je suis en train de dire? OK, 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 OK. Ça, c'est pas rien.
Voilà, je vais rajouter aussi les LOD comme dernier point. Et après, vous pouvez poser vos questions. OK. Alors, les LOD, c'est quoi? LOD, c'est l'abréviation de Level of Details ou bien Level of Development. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire le niveau de détail qu'on doit mettre sur un modèle. Exemple, si on est sur la phase APD, après, vous êtes en train, on va dire, modéliser, par exemple, l'éclairage. Et vous allez mettre des luminaires détaillés avec la marque, avec la puissance, avec beaucoup d'informations et même la forme, elle est bien détaillée. OK? Ça, on l'appelle sur le project management, on appelle ça le gold plating. Gold plating, ça veut dire donner quelque chose sans être payé. Voilà. Parce que l'APD, c'est maximum, le LOD 200 ou maximum 300, ça dépend de l'accord et ça dépend de la charte de BIM que le maître d'ouvrage a mis en place, pardon. Donc, si le maître d'ouvrage a demandé un LOD 300, pourquoi vous faites un LOD 400, par exemple? Vous voyez, ça veut dire quoi? LOD 300, 200, 400, tout ça. Alors, quand on dit LOD, comme j'ai dit, niveau de détail, chaque élément, chaque catégorie d'éléments, exemple, les mobiliers, les poteaux, les fenêtres, les luminaires, chaque catégorie d'éléments a un tableau de niveau de détail selon l'association de Forum BIM. Vous pouvez trouver en ligne, vous écrivez Forum BIM, LOD, vous téléchargez un livre de LOD, vous allez trouver comme cette photo par exemple. Si je demande un esquisse, vous allez me laisser un LOD 100, par exemple, j'écris, je demande la phase esquisse d'un projet avec un LOD 100, exemple. Là, l'entreprise de réalisation, par exemple, ou bien le bureau d'études, le bureau d'études, il fait quoi? Il réalise un modèle LOD 100, OK? Et sur le LOD 100, par exemple, comme il est écrit sur l'image, only the volume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le volume seulement. Volume de quoi? Le volume de la chose, de l'objet. Donc, je suis pas censé ajouter plus de détails. J'ajoute seulement les volumes. OK? Donc, quand on dit un pot d'eau en LOD 100, on n'est pas obligé de dire quel matériau. Métallique ou bois ou bien béton ou autre chose. Je suis pas censé de vous dire c'est quoi. Je suis censé juste de vous dire il se trouve où, avec quel volume à peu près. OK? Parce que c'est juste l'esquisse. Vous voyez? OK. Si je vous demandez un LOD 200, je peux aller jusqu'à, par exemple, la forme exacte. OK? Quand vous connaissez, par exemple, ici la forme exacte, peut-être, quand vous voyez cette forme, vous allez me dire directement, oui, c'est un poteau métallique. OK. Mais on va pas parler sur d'autres détails, comme l'épaisseur de métal, par exemple. OK? Si on va sur 300, j'ajoute encore. Si on va sur le 400, je peux ajouter encore. Mais généralement, vous pouvez dire que le 100, c'est l'esquisse, le 200, c'est la PD, 300 à 350, c'est l'exé, et le LOD 400, on l'appelle, c'est le LOD de fabrication, ou bien le LOD atelier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, sur le LOD 400, il faut préciser la méthode de fixation des choses. Si c'est une fenêtre, je dois dire sur le LOD 400 comment fixer cette fenêtre. OK? Les détails de fabrication. Comment je le mets? Si vous voyez sur le document de LOD, si vous allez sur les murs, sur les LOD 400, il vous dit, pardon, il y a une question, oui, type de LOD pour Revit ou BIM. Non, type de LOD pour Revit ou BIM. C'est la même chose. LOD pour Revit et pour BIM. C'est les deux en même temps, c'est la même chose. OK? Parce que nous là, on n'est pas en train de parler de Revit. Revit, c'est un outil. Nous, on est en train de parler de BIM. Exemple, si vous êtes le chef de projet, OK? C'est pas obligatoire que vous serez un BIM manager, coordinateur ou modeleur. Non, pas forcément.
moi, je suis le chef de projet et j'ai reçu une maquette on va dire, de bureau d'études qui est en train de créer la maquette archi. OK. Et nous, on a demandé le LOD 350, par exemple. Et moi, je comprends c'est quoi LOD 350, je comprends et je sais où je peux vérifier ce LOD 350. Je peux aller sur Forum BIM, télécharger le document et chercher. Voilà, le LOD 450, pardon, 350 pour les poteaux, il doit préciser les ferraillages, par exemple. OK? Donc, je sais, je suis déjà au courant de ce qu'il faut activer ou non. Vous voyez? Donc, c'est très important. Alors, l'idée ici, c'est que c'est pas Revit ou Archicad ou autre logiciel. L'idée, c'est quoi le LOD? Comment je peux vérifier un LOD? Par rapport à quoi? OK? Donc, comme j'ai dit, les 600, APD 200, généralement, pas toujours. Exe 300 à 350, il y a que sur le 300 qu'il y a le 50. Hein. Il n'y a pas 250, 150. Je ne sais pas pourquoi. C'est les 50, c'est le LOD. Parce que 350, c'est un 300 avancé. C'est généralement l'exé de nos projets. Généralement. Que ce soit en Europe ou en Algérie. L'exé, c'est la phase pro. OK? Phase projet. OK? C'est la même exécution. En Europe ou en Afrique. OK. LOD 400, c'est le LOD de fabrication atelier pour envoyer au chantier. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre LOD? Oui. Il y a le LOD 500. Alors, le LOD 500, c'est le LOD de as built. C'est-à-dire, quand vous terminez la réalisation d'un projet, vous allez sur le LOD 500. Donc, on peut dire que le LOD 500, c'est un LOD c'est un LOD de modification faite sur chantier. Parce que comme vous savez, quand vous envoyez un plan au chantier, il n'est pas réalisé exactement à 100%. Donc, exemple, chemin de câble, il est passé là, je sais pas, parfois, ils font une petite modification parce qu'ils ont trouvé quelque chose, je sais pas quoi. Donc, cette modification doit être mentionnée sur les LOD 500. Voilà. C'est le LOD 500 qu'on va utiliser pour la facilité management, la 7e dimension du BIM. Voilà, peut-être c'est un peu lié, je sais pas, c'est vraiment clair. Voilà, donc ça c'est le level of development ou bien level of details. Il y a aussi le LOI. Est-ce que le LOD 500 est bon. Je crois que le LOD 350. Oui, beaucoup plus. Parce que le 500, c'est le as-built. Dossier d'ouvrage exécutable ou bien d'exécution. Oui, c'est le 350. Parce que c'est le même que le DO. Le DOE, c'est presque la phase exécution que j'utilise. Donc ça, c'est le 350. Le 500, je l'ai fait une fois. On fait pas généralement. Parce que le 500, c'est la demande de client. C'est coûteux. C'est coûteux. Allège. Pourquoi c'est coûteux? Parce que ça demande un scan to BIM généralement. Parce que quand il y a une réalisation sur chantier, vous allez avec le scanner, vous mettez le scanner et vous captez ou là vous capturez ce qu'il y a sur le chantier et vous revenez sur le bureau pour remodéliser et vérifier s'il y a des modifications. C'est très important. Et pourquoi il est bénéfique pour le maître d'ouvrage? Parce qu'il peut, comme j'ai dit, utiliser pour gérer le projet. Donc, imaginez que vous avez par exemple une clinique, exemple, de 5-6 étages seulement. Et il y a une panne sur, je sais pas, 3e étage, par exemple. Et vous ne savez pas, en tant que directeur, chef de maintenance, vous ne savez pas d'où vient la fuite ou l'erreur ou le problème, vous ne savez pas. Vous pouvez rester 3 ou 4 jours, chercher le problème. Imaginez si cette panne ou ce problème-là
il a influencé sur tous les services de la clinique. Imaginez la perte sur 5 jours, par exemple. Je donne un exemple. Donc, gérer un projet avec une maquette, avec un détail avancé précis, ils peuvent vous aider à trouver le problème et le corriger peut-être en une journée, au lieu de chercher 3 jours ou 5 jours les autres problèmes. Vous voyez à peu près l'utilité de l'LOD 500. Voilà. Donc, pour moi, le LOD 500, c'est un LOD 400 plus modification de chantier. Ça peut, parfois, ils ont même changé la marque au chantier. Parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qui a été mis sur l'exé ou même sur l'atelier. Nous, on crée l'atelier pour chantier. Donc, ils n'ont pas trouvé cette marque. Ils ont demandé de changer la marque. Donc, la différence entre étude, réalisation et as-built, c'est un changement de marque qui peut être, je ne sais pas, ça peut aussi changer des dimensions de gaine. Ça peut aussi influencer sur dimension de câble, je ne sais pas. Ça peut influencer sur beaucoup de choses. Donc, cette modification, c'est la différence entre 400 et 500. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai terminé ma présentation. Voilà, donc j'espère que c'était bénéfique pour tout le monde. J'ai essayé de vous simplifier un peu le BIM, l'utilisation, comment commencer, par où, qu'est-ce qu'on doit faire pour intégrer cette technologie. Alors, j'ai aussi lancé des séries de vidéos pour expliquer les détails de ce BIM. N'hésitez pas à les visualiser sur notre page de LinkedIn et de Facebook et à nous contacter à tout moment si vous avez des questions. Et restez branchés aussi pour nos prochains, merci beaucoup, pour nos prochains webinaires, comme le prochain de samedi prochain, Inch'Allah. Il y a la distribution de luminaires sur un projet Revit. C'est vraiment un webinaire intéressant avec mon collègue Hussein Hirsch. Et voilà, je vous invite à y assister. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour votre temps et à la prochaine.